kolia kase ya nzembo mopepe ngana kopebaka hoyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto nanga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo pona nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi nazoki molangi na mwana mama napeta nzoto nanga na Nzambe mosolo nakolia kase ya nzembo mopepe ngana kopebaka hoyo ya bato nyonso mosuni. Merci estimés téléspectateurs de Hope Channel Télévision et bienvenue à suivre cette émission avec un doyen que vous allez découvrir à travers toujours cette émission qui s'appelle au nom de Bâtonnier Luango. C'est un ancien bâtonnier de la ville de Bukavu, très connu dans le domaine des droits, mais également il a vécu, il a passé presque toute sa vie à Bukavu, bien qu'il a fait des navettes ci et là à travers le monde, et même dans la ville capitale, ville-province de Kinshasa. Et à Bukavu, aujourd'hui nous abordons la question de bâtisses. Il y a des bâtisses belges qui font toute une histoire dans la ville de Bukavu, et ces bâtisses sont pour la majorité construites dans des lieux réputés stratégiques. On se demande pourquoi les bâtiments ont été construits dans des coins comme ça dans la ville de Bukavu. Des questions qui nous amènent auprès du bâtonnier Luango et comment avec lui on peut découvrir les différents bâtiments et chaque bâtiment selon son rôle, son temps et son histoire. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes à pleine émission de notre histoire, notre mémoire, une émission de Hope Channel Télévision qui vous accueille encore une fois pour la première fois, je pense. Cette émission vient juste auprès de vous pour l'édification, édifier les habitants de Bukavu, édifier même ceux qui ont construit après Belge. Et on aimerait savoir comment vous êtes d'abord à Bukavu depuis quelle année? À Bukavu depuis assez longtemps quand même. Disons que moi je suis né dans les environs puisque je suis né à Katana, j'ai grandi un peu à Bunyakiri jusqu'à l'âge de 6 ans et puis à Katana de nouveau 3 ans et puis à Mulungu, à l'INEAC Mulungu où mon père travaillait. Donc je suis dans les environs. Et à Bukavu, je connais Bukavu depuis... Je crois que la première fois que j'ai presque habité Bukavu, c'est 1956, lors d'une ordination sacerdotale à Kadutu. C'était feu Monseigneur Kaningu, je crois, qui a été ordonné à cette époque-là. Donc à ce moment-là, j'étais au séminaire à Mungombe, mais nous étions venus pour chanter la messe de cette ordination sacerdotale. Nous avons donc commencé à découvrir la ville de Bukavu à ce moment-là. Oui, 1956-2019. Ça remonte depuis des cinquantenaires, plus de cinquantenaires. Nous sommes dans les 60 si je n'abuse pas. Une petite soixantaine d'années, disons, oui. Voilà, soixantaine d'années, la ville de Bukavu, la ville naissante sous vos yeux, si je n'abuse pas de moi-même de cette parole-là. Mais à cette époque, la ville était naissante, oui. Parce que la ville de Bukavu est quand même ancienne. C'est une ville, comme ville chef-lieu de la province. Elle a commencé à Uvira. C'est là qu'ils ont débarqué en venant sur le lac Tanganyika. D'Uvira, ils ont rapidement déménagé sur Bukavu à cause de la proximité des Allemands, de la garnison militaire allemande qui était à Tchangougou. Alors à ce moment-là, les pays sont en train de se battre, notamment pour prendre des morceaux du Congo. Et à ce moment, de ce côté-ci, c'était les Allemands qui étaient en face. Ils voulaient prendre cette partie, Bukavu et les environs. Alors les Belges, pour empêcher que les Allemands entrent ici, sont venus installer la ville de Bukavu ici. La ville, le chef-lieu de la province à Bukavu, alors que c'est peut-être un des sites les moins appropriés pour une ville importante. À l'époque, mais aujourd'hui apparemment c'est toute une ville. Ben, si on peut dire, est-ce que c'est resté ville, je ne sais pas, du point de vue esthétique, du point de vue hygiénique, du point de vue architecture urbaine, je crois que ça devient de moins en moins une ville. C'est devenu un peu n'importe quoi. Voilà.
L'histoire remonte de la construction pour venir barrer la route aux Allemands. Oui. Les Belges commencent à construire Bukavu à quelle année? Ils commencent à Construire, à reconstruire. construire, mais c'est tout de suite. Hein. Ils ont commencé leur premier site. Si je le dis, il y en a qui vont s'étonner. Mais bon, l'histoire est là. Espérons qu'un jour nous retrouverons les archives. Mais le premier site, le premier endroit où les Belges, le commandant militaire belge qu'on a envoyé ici pour barrer la route aux autres, s'était installé là où se trouve... ce sont des missionnaires qui ont ça, ce qui s'appelait l'hôtel Kofonia. Le centre, je crois que c'est Amani, quelque chose comme ça. Oui. N'est-ce pas? C'est là qu'ils se sont installés. Et puis, à cause de la proximité, l'armée allemande en face, juste à côté, eux s'installent ici, à cet endroit-là. Ils sont pratiquement au même niveau que Tchangougou. N'est-ce pas? Par rapport au lac, vous voyez, c'est à peu près la même altitude. Oui. Militairement, ça pose un problème. Et les Allemands le comprennent très bien. Immédiatement, ils quittent Tchangougou, ils montent à Kamembe. Militairement, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire qu'ils se mettent en hauteur par rapport aux autres. Donc, si ça barde, ils vont tirer de haut vers le bas. Tandis que les Belges, à ce moment-là, seraient obligés de tirer vers le haut. Les Belges ont été obligés alors assez rapidement de dégager de là, de s'éloigner de la rivière, de la frontière et de venir sur le site où nous sommes. En fait, le deuxième site où ils se sont installés, c'est l'Athénée, l'actuel Athénée d'Ibanda. Mais c'est loin, c'est aussi en aval au lieu d'être en amont. Oui, mais c'est déjà à distance. Il y a déjà la distance qui est importante. Et alors, après, justement, parce que c'est quand même encore la proximité, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils vont déménager, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont de nouveau déménager et se mettre sur le site actuel, ce qu'on appelle la Botte. La Botte, oui. Voilà. Nous sommes à la Botte, c'est que c'est à la Botte où il y a eu le tout premier bâtiment de la ville? Comme bâtiment, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, je regrette parce que je croyais qu'on aurait le temps d'aller tirer les photos de ces petits bâtiments. Malheureusement, la dernière fois que j'y suis passé, j'ai vu que c'est en démolition, où ça tombe en ruine. Juste à côté du cabinet du gouverneur, vous voyez? Oui, il y a Sénasem. Quand vous quittez, voilà, ce qu'on appelle Sénasem, c'est la SEM, oui. N'est-ce pas? Ça, c'était le tout premier bâtiment, c'est le premier siège du gouverneur de... Enfin, à ce moment-là, c'était un commandant, c'était un lieutenant qui commandait l'armée, mais c'est là qu'ils ont construit ça pour le loger et pour son bureau. Ah bon? Oui. Ah, ce bâtiment est vraiment quelque chose d'historique que pour moi on aurait dû bien conserver, mais malheureusement je crois que les dirigeants congolais ne sont pas attentifs à de telles choses, alors que ça fait l'histoire. Ouais. Il y a des pays, des peuples qui gagnent de l'argent montrant ce qu'il y avait de misérable dans le temps, les efforts qu'ils ont faits, etc. Ce petit bâtiment méritait d'être construit. Je l'ai encore connu quand il abritait le commissaire de district du Sud Kivu. Commissaire de district, c'est quel titre là? Pardon? Ça fait quel titre actuellement? C'est, disons, le correspondant au... Bon, ici chez nous, le district n'existe plus. Oui. Depuis 1986, c'est la sous-région. Oui. Le district, c'est ce que le MPR avait appelé sous-région. Oui. N'est-ce pas? Alors on l'avait placé à Ouvira. Oui. Mais le chef-lieu, le siège du commissaire de district du Sud Kivu, c'était à cet endroit-là. Et qui va au gouverneur de province et qui va au maire de la ville. Ah, si vous voulez, peut-être historiquement, il faudrait retracer ça. Oui. À l'époque où il s'installe là, oui. C'est un lieutenant, c'est donc un commandement militaire chargé de protéger l'entrée par ici. Oui. Vous voyez, ça évoluera. Parce qu'à partir de 1932, la colonie, à ce moment-là, nous faisions partie du district du Haut-Congo, donc de Kisangani, n'est-ce pas? Oui. C'était ça notre district, le district du Haut-Congo. Le Congo comptait 3 districts et il y avait notamment celui-là. Nous appartenions à ce district-là et nous étions au départ le territoire que les Belges avaient appelé Kouiji. Une transformation, on leur a dit, ils ont montré aux gens, mais là-bas c'est quoi? Les gens ont compris qu'on désignait l'île dans le lac, parce que c'était la partie de montagne là. On dit, là-bas c'est quoi? Les gens disent au Kouiji, au Kouijou, comme on dit maintenant chez nous. Oui. Ça dit c'est sur Ijui, l'île Ijui.
Ouais. Alors les gens, les Blancs ont marqué district de Kouiji. Ils avaient mal entendu. Tout comme plus tard, on leur dit Chivu. Oui. N'est-ce pas? Chivu, c'est que signifie un espace ayant la forme ou la couleur de cendre, etc. Parce que, paraît-il, les Bashi qui arrivaient sur les hauteurs ici, regardent là-bas et disent, mais c'est quoi cette histoire-là en bas? Hein, vous savez, un lac, quand on vient de la forêt, un lac, c'est un phénomène. Alors, ils disent, mais c'est quoi ça? Et la bonne dame qui était chef comment dirais-je, de l'expédition pour la conquête des terres, a dit, bon, écoutez, bon, appelez ça Chivu, cendre, Ouais. un espace de cendre. Les Blancs, quand ils sont arrivés à leur tour, ils disent, mais c'est quoi? On leur dit, cet espace d'eau-là, Chivu. Et ils ont marqué Kivu, parce que Kivu est plus facile à prononcer que Chivu, évidemment. Oui. Voilà, et on parle des constructions. Oui. En regardant la ville, on sent que c'est comme si on a construit à des coins stratégiques. Vous avez évoqué les tout premiers bâtiments qui est sur un point, Oui. qui donne une vue panoramique sur le lac Kivu, c'est l'autre côté, le bord de l'autre côté. Même sur les montagnes, on voit les liens. Et c'est quoi cette politique et pourquoi ces bâtiments ont été construits comme ça? Mais, on peut dire que les Belges ont eu une vue très moderne, je dirais très contemporaine, de l'installation d'une ville. Ils ont choisi d'installer la ville. Ici, ce n'est pas la force des choses, je vous ai dit. Ils ont dû fuir Uvira alors parce que les Allemands venaient ici et qu'on était en train de les couper comme ça. Ils ont dû fuir vers ici. Mais il est évident que le site qui aurait été le meilleur pour une ville qui doit plus tard se développer, Uvira donnait un espace plat, etc. Un inconvénient d'Uvira aussi, d'abord en face des Allemands qui étaient au Burundi, mais aussi à cause de l'exiguïté, parce qu'Uvira est une espèce de langue entre d'un côté le lac Tanganyika et de l'autre côté la montagne, n'est-ce pas? C'est en longueur étirée comme ça. Ouais. Pour une ville, ce n'est pas une forme convenable. Du point de vue urbanistique, ça pose de gros problèmes quand la ville est en longueur. Parce que par exemple, l'installation d'eau, l'installation d'électricité, l'installation du téléphone pose des problèmes de distance. Alors, ils avaient commencé à Uvira pour des raisons que je vous ai dites, mais urbanistiquement, ils pouvaient aussi devoir déménager. Et ils sont venus à Bukavu. Maintenant, à Bukavu, le choix qu'ils avaient fait, c'était assez évident. Finalement, c'était bon, bien que ce n'était pas la force des choses, le risque d'une invasion par les Allemands. Mais finalement, ça s'est stabilisé, c'était devenu définitif, notamment à cause de la vue sur le lac. Et vous voyez la ville de Bukavu, comme on dit, les 5 doigts. Ah bon? N'est-ce pas? Quand vous regardez sur les 5 doigts, effectivement, il y a 5 promontoires qui rentrent dans le lac. C'est ce qu'on appelle parfois les 5 doigts. Et alors, sur ces 5 doigts, vous avez chaque fois à la pointe une construction importante. C'était fait exprès. Ils avaient choisi de placer les plus grands bâtiments de façon à avoir la vue sur le lac, l'air frais du lac, etc. En même temps qu'on a la vue sur les montagnes en face. N'est-ce pas? Ça, c'était très important. Maintenant, à part cet avantage-là, regardez aussi, tout autour, il y a toujours des grands bâtiments. Vous avez le collège Saint-Paul, vous avez Bagira. Quand vous quittez Bagira, vous avez la hauteur là où est maintenant le docteur Rowe. N'est-ce pas? Il y avait déjà quelques bâtiments là, notamment quand le marché commun, ce qui est devenu l'Union européenne, a commencé à faire des travaux ici. Ils ont choisi aussi ce qui est aujourd'hui le plateau médical. Bon, c'était le plateau médical. Aujourd'hui, il y a l'Institut supérieur du commerce qui est là. Il y a l'Université catholique de Bukavu. Il y a l'UOB. Il y a, quand vous quittez l'UOB, vous rentrez dans, oui, c'est là que se trouve l'ISC. Et puis vous avez l'ISTEM. Et puis vous avez les frères maristes. Donc des implantations comme ça. Et puis vous avez Kadutu. Quand vous rentrez dans Kadutu, vous avez la paroisse qui est en hauteur et qui a une vue sur le reste de la ville, n'est-ce pas? Si vous continuez, c'est chaque fois de cette façon-là. Alors, le choix qui avait été fait était évidemment assez rationnel, sauf que
faut pas oublier, avant l'indépendance, au 30 juin, Bukavu comptait à peine 9000 Européens. 9 000 Européens. C'était les occupants donc de ce qu'on appelle la botte pour certains, Ibanda pour d'autres. C'est ce qui était la ville. À ce moment-là, Ibanda c'est la ville, Kadutu c'est une cité africaine, donc ça c'est pour les Noirs, Ibanda c'est pour les Blancs, Bagira, deuxième cité africaine, vous voyez? Pour les Noirs également. Pour les Noirs également, mais Bagira qui vient après les années 45, presque 50, qui a été défini après l'année 50, est évidemment un coin qui était merveilleux. Aujourd'hui, quand je vais à Bagira, je suis malheureux parce que c'était, d'abord déjà Bukavu, c'était une des plus belles villes de la République. Hein? Ceux qui nous étaient avant nous, je crois que c'était Jadoville, ça s'appelle comment maintenant? Jadoville, c'est dans les Katanga, si je ne oui. pas. Ça doit être Kolwezi. C'est Kolwezi? Non, Kolwezi, c'est pas... Non, non. Il y a Kolwezi, il y a... non, ça me saute un peu. Jadoville, oui. N'est-ce pas? C'était la plus belle ville. C'est Likasi. Oui. C'était la plus belle ville du Congo et peut-être de l'Afrique. Oui. N'est-ce pas? Puis suivra Bukavu. Après ça, c'était Bukavu généralement, mais surtout Ibanda naturellement, et puis Bagira. Oui. Bagira qui a été construite, il y a eu des études préalables et tout ça, on savait où serait chaque maison et tous les ruelles et tout était très clair. Quand on survolait dans le temps Bukavu par avion, notamment quand on était dans le Fokker, on regardait Bagira, on voyait la forme de cette commune, c'était quelque chose d'imprenable. Les maisons avaient été rangées, les petites ruelles qu'on appelait les sentiers et tout ça. Il y avait des formes géométriques bien déterminées, les couleurs, tout ça avait été étudié. Voilà. Pour bien évoluer, on prend les grands bâtiments. Oui. Il y a les gouvernorats que vous avez dit que c'était dans l'ancien Sénacem. C'était important, mais grand bon. Un grand bon. Il y a un coin à la botte, vers là-bas. Vers en bas, là où on... En bas, il y a le cercle sportif. Le cercle sportif. Il y a un terrain qui avait été réservé tout ce temps jusqu'en vers 47, 48. À ce moment-là, on a affecté ça à ce cercle sportif. Ouais. Il paraît qu'il y a une autorité qui vivait là-bas aussi. En face du cercle, oui, cercle récréatif, comme on l'appelait, cercle récréatif, il y a un bâtiment où il y a eu à un moment donné le commandant de la... comment ça s'appelait encore? Le commandant du groupement. Quand le groupement militaire était dans le temps, avant l'indépendance, jusqu'à l'indépendance, ici au camp Sayo, après le commandant du groupement, on a décidé de le retirer du camp et il s'est installé, on l'a installé là, en face. Après le commandant militaire, ça a été le procureur de la République. Qui a habité aussi dans cette maison. Qui a habité dans cette maison jusque, je sais pas, si maintenant je ne sais pas s'il est encore là, mais oui, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il était encore là. Ouais, il est encore. Il y a, en sortant là-bas, on voit des bâtiments à la botte, des différents bâtiments. On voit CICR, on voit, je ne sais pas, les ministères de la santé, on voit l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale aussi, on voit, c'est comme historique, quoi. L'Assemblée provinciale historique pour plusieurs raisons. D'abord, sa situation. Vous voyez, au croisement de 3 rues, n'est-ce pas? C'est important. Dont l'avenue qui monte, c'est, disons, l'avenue majestueuse de la ville de Bukavu, puisqu'elle monte vers le gouvernorat, les services du gouverneur, mais que ça remonte et ça traverse toute la ville jusqu'à la frontière. Ça, c'est la même avenue que certains appellent un boulevard. Bon, les bâtiments dans les temps, géométriquement, le mesurage d'un boulevard, quand même, d'habitude, c'est quand même bien plus grand. Mais c'est vrai que c'était destiné à devenir un boulevard très important. Et les bâtiments servaient à quelque chose dans le temps? Quel bâtiment? L'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est un bâtiment privé. Ah bon? Ça, évidemment, les gens oublient. Je suis sûr que l'Assemblée provinciale, j'ai appris d'ailleurs qu'ils pourraient avoir déjà obtenu des certificats d'enregistrement. Mais c'était un bien privé. C'était l'association ASBL professionnelle des planteurs, donc des gens de l'agriculture, des paysans, etc.,
Ce sont eux qui ont construit ce bâtiment parce qu'ils ne voulaient plus dépendre de la Fédération des entreprises du Congo. Ce bâtiment est un patrimoine de nous les paysans, n'est-ce pas, face aux grandes entreprises, banques, etc. Parce qu'avant l'indépendance, déjà, il y avait un conflit. La FEC, qui était commune à toutes les entreprises, à un moment donné, se comportait d'une façon injuste vis-à-vis des planteurs, etc. Alors les planteurs ont dit, dans ce cas-là, nous construisons notre propre bâtiment. Ouais. La FEC avait son siège à l'hôtel Résidence. Le monsieur qui était le monsieur de la FEC à Bukavu, monsieur Debev, c'était un baron, donc un grand noble, enfin grand noble belge en tous les cas, c'était lui, avec les malangros, etc. Là, c'était là-bas. Et ceux qui venaient des plantations, c'était de braves gens modestes. Ouais. Ils étaient mal reçus, ils étaient mal servis. Ils ont dit, bon, nous allons montrer à ces grands de la finance, etc., que nous sommes capables de le faire. C'est comme ça qu'ils ont demandé et obtenu ce terrain-là. Ils ont construit ce bâtiment. C'était la maison du colon. Maison du colon, c'était une ASBL. Et c'était le lieu où les colons qui venaient à Bukavu pour des démarches, etc., descendaient. Ils avaient des logements, ils avaient une dizaine de chambres, n'est-ce pas? Ils avaient une cuisine, ils avaient une salle à manger, etc. Le gérant était derrière, sur l'avenue qui va vers chez... Je ne sais plus comment... Je vois l'avenue qui le va grand vers hôtel, Panorama, c'est quoi encore? Panorama. Panorama, voilà. Cette avenue qui va vers le Panorama. De ce côté-là, c'était des services, notamment le directeur, parce qu'ils avaient désigné eux-mêmes un directeur dont la femme était en même temps secrétaire, comptable, etc. Et ça, c'est à partir de ce moment-là, quand un colon venait à Bukavu, il n'allait pas à l'hôtel résidence, il ne logeait pas dans les grands hôtels, ils avaient construit leur logement. Ils logeaient là. Et les services étaient là. Ils avaient désigné, ils avaient engagé un directeur et sa femme était la secrétaire, etc. Avant qu'un colon ne vienne à Bukavu, un peu comme nos gens qui ont des plantations, qui ont des fermes, etc. Avant qu'ils viennent à Bukavu pour des démarches, il envoyait un télégramme au directeur. Le directeur préparait tout le dossier. Et quand on arrivait au moment où il y a des questions particulières à poser au propriétaire de l'entreprise, et surtout au moment où il fallait signer, alors ils venaient à Bukavu, tout avait été préparé par ce directeur. Les colons n'ont pas eu à cette époque-là des problèmes que nos gens ont. Vous quittez, même des gens qui quittent chez moi à Miti là-bas, quand ils viennent ici, ils sont un peu étrangers, ils sont perdus. À cette époque-là, ils ont construit ça pour ça. Et ça marchait très bien, voilà. Jusqu'en 1967. Quand on va maintenant donner à l'Assemblée provinciale. Bon, l'Assemblée provinciale a été installée là, bon, qu'est-ce que vous voulez? Les forts mangent les faibles. Hein, voilà. Toujours. Et on voit la mairie. La mairie a joué quel rôle? La mairie, de nouveau, un bien. Bon, c'est un bien, disons, d'un statut mixte. Parce que c'est un bien du CNKI. Qu'on appelait le CNKI. Comité national du Kivu. Oui. C'était l'organisme étatique qui était chargé de la programmation, de la planification, si vous voulez, de l'évolution économique et sociale du Kivu. L'ancien Kivu dans son ensemble, sauf qu'au Maniema, il y avait un organisme très particulier. À Goma, il y avait une partie aussi qui était particulière. Ce sont deux morceaux, le Maniema dans son ensemble, le bout de CNKI, parce que le CNKI était un organisme créé par l'État, par l'administration coloniale, en 1928, je crois, je n'ai pas le mois exact, mais l'année est certainement correcte, 1928, qui était un organisme chargé de la programmation, de la distribution de toutes les terres. Ah bon, c'était... Et il déterminait, avant qu'on donne une parcelle ou un terrain, même agricole, minier, etc., à quelqu'un qui le demande, à une société qui la demande, c'est cet organisme qui étudiait ça. Et cet organisme, avant 60, avait établi un plan de développement de l'ensemble du Kivu, ce qu'on appelle le plan de mise en valeur
de toutes les terres du Kivu. Territoire par territoire, on savait, là il y a un terrain plat, là il y a une rivière, là il y a un ruisseau d'eau. Tout ça était connu, cet organisme avait fait ce travail. Au Maniema, c'était particulier parce que depuis Léopold II, ça avait été donné à un baron. Un baron qui est à la fois belge et français, le baron Ampin. E-M-P-A-I-N. Le baron Ampin, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, c'est comme ça que se faisait le plan. C'est le baron Ampin qui devait planifier Kindu et les environs. C'est le CNK qui a planifié ici et qui a planifié le Nord Kivu. Jusqu'en 1974, il y avait encore des plans de planification, disons d'affectation, déterminant la destination de chaque morceau de terre dans la province. C'était le travail de CNK. Et l'actuelle mairie, c'est l'établissement, c'est le bureau du CNK. C'est le CNK la partie les deux parties consort. Il y a la partie où il y a maintenant la mairie, il y a la partie où il y a les affaires foncières. Oui. Les affaires foncières ont été logées par ce CNK parce que le CNK gérant toutes les terres, faisant la programmation, n'est-ce pas, la planification de l'utilisation de toutes les terres, avait besoin évidemment du service des affaires foncières, cadastre et affaires foncières. C'est ainsi que le CNK avait construit, mais a dit, bon, ce service dont j'ai besoin tout le temps, je lui donne à loger. Ils sont locataires, même pas donc, à titre gratuit. Bâtiment aujourd'hui des maires de la CNK alors. Bon, le CNK a connu une histoire à partir de 1960, dans le cadre du contentieux belgo-congolais, oui. Dans le cadre de la revendication du droit pour les autorités congolaises de gérer les terres congolaises. Tous ces organismes qui avaient reçu mission de le faire à la place des services publics, tous ces organismes ont été mis de côté. À la table ronde, on a décidé que ces organismes disparaissaient. Alors, le CNK avait été transformé en une société dans laquelle l'État gardait quand même un petit pourcentage. Ça s'appelait Sobaki, S-O-B-A-K, Sobaki. Mais le Sobaki s'est installé vers mars 60, et puis le 30 juin, évidemment, on leur a dit allez vous-en. Et c'est comme ça, comme on n'avait rien pour la ville, oui. on a installé la mairie là-bas. Voilà. On a sauté des bâtiments, notamment Datco, qui paraît aussi historique, oui. Également Kotecha. Oui. Est-ce que il y a une histoire autour de ça aussi? Datco, c'est purement privé. Ça a toujours été une affaire tout à fait privée. Je crois que ça n'a jamais été appartenu à l'État. Mais apparemment, les gens suivaient là-bas le cinéma. C'était la société, je pourrais encore chercher, je ne sais plus quelle société là. C'est une société commerciale. Ça, c'est les constructions des entreprises congolaises qui prenaient de l'ampleur après la guerre de 40-45. Vous voyez, de tels bâtiments montrent quelles étaient nos ambitions, les ambitions du Congo à cette époque-là, n'est-ce pas? Le bâtiment Datco. En face de Datco, vous avez... c'est quel truc maintenant là? Il y a là où on va les dealer. Hein? Là on va dealer là-bas. Non, c'était Ami Congo. Ami Congo. Ça c'est aussi Ami Congo qui avait construit sur l'angle là. Oui. Boulevard, oui. Et Sayo. Alors là, devant ce bâtiment, il y a le service de la santé. Oui, je vois ça. Il y a la santé. Il y a santé, il y a division de l'intérieur. Bon, maintenant, division de l'intérieur. La division de l'intérieur, c'était aussi... Non, là, c'était un bien de l'État. Ouais. C'était la poste. La poste. Ça, c'est la première poste de Bukavu, de la ville de Bukavu. Les bâtiments offerts entre la banque et division de la santé. Oui, entre la banque et vous avez la banque un peu en bas. Oui. Vous entrez sur l'avenue Sayo qui va jusqu'à l'Athénée. Oui. Un peu plus haut, vous avez Ami Congo. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et en face, alors, c'est le feu rouge. Oui. N'est-ce pas? Feu rouge, c'était une place considérée comme centrale pour la ville de Bukavu dans l'architecture qui était conçue. Oui. Et vous avez alors, par exemple, une avenue qui s'appelle Avenue de la Poste. Parce qu'elle débouchait sur la Poste. Ah, c'était ça la poste. Alors vous avez la banque, l'ancienne banque du Congo, oui. Et puis ce bâtiment de la poste qui était un bâtiment
très important parce que toutes les communications partaient de là avant la construction de la grande poste. Ça, c'était vraiment central. Dans la construction des villes, il faut toujours un grand bâtiment pour la poste, etc. Ce qui est dangereux, d'ailleurs, on l'a constaté depuis la Première Guerre mondiale. Chaque fois, les bâtiments de la poste ont été attaqués immédiatement parce qu'il fallait prendre les communications. N'est-ce pas? Oui. Si une ville est prise, on occupe immédiatement son centre névralgique qui est celui de la communication pour empêcher qu'il communique avec, etc. Ça, c'était comme cela. Voilà. Mais vous voyez le rond-point qui aurait dû être agrandi. Oui. Mais bon. Voilà, on va monter un tout petit peu. Oui. On va d'abord à la DGI et puis on va aller à l'ATNE. À la DGI, on voit aussi la DGI est un bâtiment de l'État. Ça, c'est un bâtiment de l'État qui a été construit dans les années 56-57, n'est-ce pas, pour les TP. Ça n'était pas les impôts. Ça pour les travaux publics. C'était pour les travaux publics. Alors, comme ils avaient construit grand, ils ont donné une partie aux impôts. C'était tout petit en 60, hein, les impôts c'était juste un petit coin. Mais là c'était de grands architectes qui étaient là et tout ça. Les Beslar, les Van de Putte, etc. C'était là qui faisaient toutes leurs études, les cartes et tout et tout. C'est un bâtiment essentiellement de l'État. Voilà, on va aller à l'ATNE du Banda. Construction belge pour les écoles, les écoliers belges si je n'abuse pas. Oui. Je suis tombé sur une photo de l'ATNE avant qu'il soit construit. C'était apparemment des huttes. C'était des huttes, comme je vous ai dit. C'est là que le lieutenant qui a dû quitter la bonne Kofonia là-bas, n'est-ce pas? Momba, Amani. Et qui a dû traverser, il est allé au site actuel de l'ATNE. Ça a été connu longtemps comme étant le grand centre, notamment à cause de la guerre, la première et la deuxième guerre. Alors après c'est un peu avant la deuxième guerre qu'on a commencé à construire. Pratiquement à la même époque, d'ailleurs nous avons sauté le collège, le collège Alpha-Jiri. Parce qu'on va comme ça, on va y arriver. Là, vous voyez, c'est un grand bâtiment. L'ATNE, c'est grand, n'est-ce pas? C'est moins, du point de vue architectural, dans un sens, c'est moins que le collège, mais dans un autre sens, c'est mieux. Parce que c'est un bâtiment plus dégagé. Le collège, c'est une conception ancienne des lieux d'enseignement. C'est comme les hôpitaux, c'est entièrement encerclé. C'est bon pour la protection. Mais ça donne un peu un encerclement. Quand vous êtes au collège, vous entrez à la cour intérieure. C'est beau, les jésuites entretiennent bien, ils plantent je ne sais pas quelle chose. Mais bon, on a l'impression d'être enfermé, n'est-ce pas? Mais l'ATNE, c'était spécifique aux études des enfants belges, apparemment. L'ATNE, c'est l'époque où on commence à créer des écoles. Les premières écoles laïques, c'était des Athénées pour les enfants belges. On construisait toujours une école chrétienne, essentiellement catholique évidemment à cette époque, et automatiquement l'État qui voyait que le privé avait construit quelque chose de grand, construisait quelque chose en face. À partir de 1955, 54, 55, il y a eu un bouleversement en Belgique parce que c'est la première fois que depuis le début du siècle, les chrétiens perdaient les élections. Ils ont été battus en Belgique à cette époque-là. Et c'était évidemment un cataclysme. La Belgique, aux mains des socialistes, des libéraux, ce qu'on appelait les libéraux, qui étaient principalement les francs-maçons, etc., tous les mangeurs de curés, ça s'appelait les libéraux en Belgique. En France, c'était autre chose. Vous voyez? Et à ce moment-là, à partir de 54, 55, les catholiques, parce que c'était surtout les catholiques en Belgique, hein, les protestants, bien sûr, ils étaient acceptés, mais quand même, le roi Léopold II ne les a jamais acceptés. Le roi Léopold II rejetait les protestants parce qu'il considérait que les protestants, c'était les Américains et les Anglais. Et comme les Anglais se battaient contre Léopold II pour prendre le Congo, au moins une partie, Léopold II n'en voulait pas. Après, surtout après la Première Guerre mondiale, mais déjà même un peu avant, les Américains se sont mis dans la danse. Ils ont contesté la manière dont Léopold II
concevait le Congo, dirigeait le Congo, etc. Ils ont commencé à le contester et les Américains ont soutenu les Européens qui disaient on doit retirer le Congo à ce roi qui abuse, n'est-ce pas, qui commet ce qu'on a appelé les atrocités. Vous voyez, à ce moment-là, bon, et les catholiques ayant construit, mais ils avaient un contrat depuis le, je ne sais plus comment ça s'appelle, je trouverai le nom, la convention entre Léopold II et le Vatican. N'est-ce pas? Léopold II a confié la formation, hein, je ne dis pas l'enseignement, parce que Léopold II n'était pas d'accord avec l'enseignement proprement dit. Il voulait bien qu'on fasse des formations professionnelles, etc. Mais des études, tout ça, il n'a jamais voulu. N'est-ce pas? Mais finalement, il a signé une convention avec Léopold II. Et à partir de cette convention, les catholiques avaient pratiquement le monopole de l'enseignement au Congo. C'est cette victoire des adversaires en 42-43 qui va faire que tout à coup naissent les Athénées. Et les Athénées vont évidemment briller de mille feux lorsqu'il y a un ministre socialiste qu'on appelle Buisseret, Auguste Buisseret, n'est-ce pas, qui viendra révolutionner. Si vous voyez des écoles qu'on a appelées ensuite les écoles officielles, c'était ces écoles-là. Ce monsieur socialiste, les socialistes gagnent les élections dans une coalition avec d'autres, les communistes, etc. Mais c'était surtout les socialistes. Alors, Buisseret arrive ici, il est désigné ministre de la colonie. Et dès qu'il a été désigné, installé ministre de la colonie, immédiatement, il s'est occupé en tout premier lieu de la question scolaire. C'était un peu, pour nous catholiques, c'était un peu triste. Mais d'un autre côté, moi je reconnais qu'il a fait beaucoup de bien parce qu'il a révolutionné le système. Léopold II avait laissé un système en dispute. Léopold II se disputait avec les missionnaires catholiques. Il reprochait aux missionnaires catholiques d'avoir créé de véritables écoles. N'est-ce pas? On a une lettre de Léopold II qui dit « Mais enfin, je ne vous ai jamais envoyé là-bas pour ça. Vous êtes en train d'essayer de faire des noirs, des intellectuels. Ce sont ces noirs intellectuels qui nous chasseront du Congo. » Et il n'a jamais voulu ça. Mais il ne pouvait pas leur retirer. Il avait signé la convention avec, je crois que c'est le Latran, le traité du Latran, qu'il avait signé avec Léopold II. Il ne pouvait plus retirer, mais il s'est toujours chamaillé avec eux. Quand les autres gagnent, ils viennent, ils disent maintenant c'est terminé. Nous, on était au séminaire, hein, on était aux humanités. Et ce monsieur arrive, il décrète que tout enseignement des chrétiens au Congo est nul. Bon. Ah oui. Et nous avons continué au séminaire, alors qu'à partir de 53-54, il avait été décidé que nos diplômes ne seraient pas reconnus par l'État. Mais les prêtres et les missionnaires disent, nous allons continuer. Ils ont continué. C'est à ce moment-là qu'on a créé les Athénées partout, partout. Là, vous avez un institut pour garçons important, catholique. M. Buisseret fait construire un Athénée. Là, vous avez un institut pour filles, le lycée Ouima. Lycée Ouima. Buisseret dit, bon, nous, on n'a pas besoin d'un deuxième bâtiment, garçons et filles ensemble. Cette histoire de un côté de l'autre, ça c'est les catholiques, les chrétiens, ils ne comprennent rien à rien. Et voilà. Et il a décidé que les enseignements donnés par les chrétiens, les catholiques, n'étaient pas valables. Ah bon? Quand je vous dis que je considère qu'il a fait du bien, je crois que les catholiques eux-mêmes le reconnaissent, même les vieux missionnaires qui l'avaient beaucoup contesté au départ, je crois qu'ils ont fini par reconnaître. Parce que c'est Buisseret qui décidera, à ce moment-là, ceux qui faisaient les humanités, c'était principalement les séminaires. Les prêtres, pour leurs futurs prêtres, avaient créé un enseignement des humanités latines d'abord. Quand Buisseret vient bouleverser les choses, nous, au séminaire, nous avions déjà un enseignement gréco-latin. Et c'était l'équivalent de l'enseignement belge après la guerre, après la Deuxième Guerre. La Belgique avait réformé son enseignement pendant la guerre. Oui. Ils avaient décidé de créer un enseignement de haut niveau chez eux. Ils ont laissé ici un enseignement de secondaire, mais qui était de bas niveau. C'était l'équivalent des diplômes du secondaire en 1946 en Belgique. Alors, par contre, les missionnaires ici ont dit, nous avançons.
va aller au même niveau. Au collège ici, ils ont décidé d'enseigner le gréco-latin. Et gréco-latin, évidemment, ça fera parce qu'il y a le latin, il y a le grec. Le latin, ça, les missionnaires avaient déjà enseigné depuis longtemps. On a ajouté les grecs pour compléter les humanités. Mais en plus, on oublie que du côté des mathématiques, ils ont poussé, ils ont abandonné le monopole de l'arithmétique et ils vont commencer à enseigner la géométrie et même l'algèbre. Au petit séminaire, nous aurons alors, les prêtres décident que nous fassions les humanités gréco-latines, le diplôme métropolitain. Donc, on a le grec, nous avons le flamand naturellement. Hein. Il y en a qui prennent l'allemand. Et puis, en mathématiques, on dépasse l'arithmétique. Ça, c'était un peu toutes les écoles secondaires qui faisaient aussi la géométrie et un petit peu l'algèbre. Au séminaire, on va pousser carrément algèbre, trigonométrie, etc. N'est-ce pas? En géométrie, on avait seulement ce qu'on appelait la géométrie plane, la géométrie dans les planes sur une table. Et on fera la géométrie dans l'espace, les trois dimensions. On va évoluer avec la question de Belge, avec toujours des bâtisses comme ça. Oui. Bon, l'histoire, quelque part, évoque qu'ils l'ont fait dans l'objectif de revenir au Congo, même sur les chassés. Bah, revenir, je ne sais pas. Hein. Quand vous lisez toute leur littérature, il n'a jamais été question de revenir. Ils étaient chez eux. Il n'a jamais été question qu'ils partent. Non, beaucoup de ces choses s'expliquent simplement. D'ailleurs, d'autres colonisateurs disaient, mais les Belges sont fous. Comment ils peuvent aller faire ça dans ces pays? On ne sait pas ce que ça deviendra un jour. Ceux qui ont construit beaucoup dans leurs colonies, ce sont les Belges. N'est-ce pas? Les Italiens un petit peu, mais ils n'ont pas eu le temps. N'est-ce pas? Les Portugais, n'en parlons pas. Les Portugais, là où ils s'étaient installés, ils étaient chez eux. Si bien que jusqu'en 67, 68, l'Angola, par exemple, était un territoire portugais jusqu'en 68. Vous voyez? Mais ici, les Belges, effectivement, considéraient qu'ils étaient chez eux. Et quand vous lisez toute leur littérature, ils ont un grand souci après la Première Guerre mondiale. Ils se rendent compte que, par exemple, pendant la guerre, les soldats noirs américains sont venus se battre en Europe. Ils auront des contacts avec des soldats noirs d'Afrique. Vous connaissez les Sénégalais, tout ce côté-là, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas? Ce sont les soldats noirs intégrés à l'armée. La France les intègre tout à fait. Et il va y avoir des officiers sénégalais, centrafricains, tchadiens, etc. Bokassa, que nous connaissons bien, a atteint le grade de commandant dans l'armée française. Et le commandant, c'est un peu plus que le major ici chez nous. C'est donc un colonel, il devait tendre vers là, n'est-ce pas? Donc, pour répondre à votre question, effectivement, ils vont construire. Mais ils construisent, ils savent qu'ils sont chez eux. Et comme ils avaient appliqué une politique, je dirais, de discrimination, c'était clair. Il y avait le truc des Noirs, il y avait le truc des Blancs. Chez les Blancs, c'est merveilleux, c'est grand, c'est les avenues asphaltées, etc. Chez les Noirs, non, ce sont des ruelles, sauf quand vous prenez Bagira, ils avaient quand même dallé les petites avenues, n'est-ce pas? Mais nettement, vous voyez les bâtiments. Quand vous voyez un bâtiment important dans Kadoutou, c'est un bâtiment qui a été construit après l'indépendance. Le plus grand bâtiment dans Kadoutou, à un moment donné, c'était la paroisse Saint-François. L'église, c'était impressionnant à Kadoutou, n'est-ce pas? Il y avait vers le marché de Kadoutou, il y avait un bâtiment où on avait installé l'Athénée, un premier Athénée, école laïque pour les Congolais. Ça, c'était un bâtiment en fait privé, mais l'État s'était installé dedans. C'est ce qu'on peut évaluer aujourd'hui à l'école Epenyamugo, c'est ça? Epenyamugo. C'est ça. Exactement. Voilà. Nyawera n'a pas bénéficié. La partie Nyawera jusqu'à Place Moulamba n'a pas bénéficié vraiment des bâtiments historiques belges. Non. Bon, attention parce que le problème des Belges, les Belges estiment qu'ils sont chez eux. Ils estiment qu'ils ont le temps, n'est-ce pas? Il faut tenir compte de ça. Beaucoup de choses sont ratées par les Belges parce qu'ils disent « nous n'avons pas de raison de nous presser ». On est chez nous. Nous sommes chez nous, nous aurons le temps. Et puis au lieu de bricoler, de construire déjà de petites histoires immédiatement, attendons le moment où nous aurons développé la colonie,
où on va développer de grands budgets, de grandes recettes, à ce moment-là, on va montrer. Ils ont construit certaines choses un peu à cause de la concurrence entre les colonies. Les Anglais contre les Belges, les Français contre les Belges, etc. Et les Belges ont quand même par-ci par-là construit. Quand vous dites Nyawera, si, Nyawera c'est Ibanda, c'est donc la ville. Tandis qu'il y a de l'autre côté la cité indigène. Nyawera va d'un côté jusqu'au grand rond-point, la place, je ne sais plus comment on l'appelle, place de l'indépendance, oui. N'est-ce pas? Jusque-là, c'est Nyawera. Ah bon? N'est-ce pas? Oui. Le grand rond-point oui. avait une partie, la partie montant vers Kadoutou, ça c'était Kadoutou, la cité indigène. Par contre, ce qui va vers Ibanda et en direction de Bagira, c'est la ville. À ce moment-là, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y avait la ville et il y avait les cités indigènes, n'est-ce pas? Oui. Cette ville, par exemple, prend Sainte-Thérèse. Comme il y avait des missionnaires blancs qui étaient là, c'était inclus à la ville. Sainte-Thérèse, c'est Bougabo, ICB. L'actuel Bougabo, ISDR, etc. Ça, c'est Sainte-Thérèse, n'est-ce pas? C'était la première résidence de l'évêque. Quand on a créé un évêché, on a remplacé la délégation apostolique, n'est-ce pas, le vicaire apostolique, il était resté d'abord à Mugeri, oui. Monseigneur Leis, oui. Qui venait du Marungu, du séminaire là-bas, qu'on a désigné délégué, il s'est installé là-bas, à Mugeri. Oui. Les Blancs ont dit, mais enfin, celui qui est notre évêque est dans la brousse là-bas, et nous, la ville, non, il doit venir ici. Et c'est comme ça qu'ils ont tout fait. Ce qui était la vieille paroisse, la plus vieille paroisse de Bukavu, Sainte-Thérèse, Bougabo, si vous voulez, oui. N'est-ce pas? Ils ont dit, on va l'installer là-bas. On l'a installé, on a construit une petite résidence. La direction actuelle, le bureau du directeur général de l'ISDR, oui. Et Hambourg qui appartient à l'UCB, où se trouve le rectorat de l'UCB. Oui. Ça, c'était la résidence de l'évêque. N'est-ce pas? Plus tard, on le déménagera vers 56. On lui dit, vous ne pouvez pas rester là-bas. Lorsque commence à bouger le Congo et tout ça, on lui dit, ah, vous ne pouvez pas rester. Au milieu des indigènes, il commence à bouger, il commence à faire des problèmes. On l'obligera à venir là où est la cathédrale. N'est-ce pas? À ce moment-là, on a construit la cathédrale et on a construit ce qui devait être le presbytère, la maison du père supérieur, si vous voulez, oui. Hein, l'actuel archevêché, c'est la maison de la paroisse, c'est pas la maison de l'évêque. On avait prévu d'un côté, quand vous regardez la cathédrale au-dessus, à droite, c'était la paroisse, oui. Avec le curé de la paroisse. À gauche, là où maintenant le diocèse vient de construire une salle... salle Kaningu. Kaningu. Que je regrette que ce soit là une salle de manifestation, de fête et tout ça. Oui. Parce que ça, c'était la partie réservée à la construction du diocèse, de l'archevêché. Maintenant, les gens ont pris une partie, comme ça ne se construisait pas rapidement, les gens ont déjà coupé dedans. Oui. Vous voyez? C'était comme ça. Alors, on avait cet espace-là. Quand vous regardez, vous allez jusqu'à la mairie. Jusqu'à la mairie, il y avait juste 2 maisons de l'administration, pas pour les gens et tout ça. Il y avait juste 2 maisons. Le reste, c'était pour la paroisse. Vous allez de l'autre côté en direction d'ici, n'est-ce pas? Oui. L'avenue Mbaki. Oui. Il n'y avait que quelques maisons, je crois 3 ou 4 maisons, pour l'administration aussi. Le reste, c'était l'évêché. Oui. Et donc, on sent que l'histoire, elle est longue pour la ville de Bukavu. Autant de bâtiments, autant de quoi. On a touché ci et là, collège Alpha-Djiri et consorts. Donc, pour aujourd'hui, on peut prendre d'abord une partie de cette émission, notre histoire, vu le temps. Est-ce que prochainement, vous pensez nous recevoir encore pour la suite? On verra. Hein. D'abord, si Dieu nous prête vie, c'est de lui que nous dépendons. Voilà. Nous dépendons en second lieu aussi de quelques malheureux qui viennent tirer sur les gens. Bon, mais aussi... Voilà, mais d'une manière trop brève, qu'est-ce que les habitants de Bukavu peuvent retenir de tout ce que nous venons de dire? Tout ce que nous venons de dire, je dirais, ils ont hérité d'une des meilleures villes, des plus belles villes de Bukavu. Une ville qui avait été programmée, n'est-ce pas? Il y avait énormément d'espace qu'on a conservé. Les Belges se disaient, nous avons le temps.
dans 50 ans, dans 100 ans, nous aurons plus de moyens, nous aurons tout développé, etc. Nous pourrons alors construire en grand et moderne en rattrapant le passé. N'est-ce pas? Ceci, malheureusement, quand vous regardez les parcelles de ce côté-ci, aucune parcelle n'avait moins de 10 arts. N'est-ce pas? Aucune. Il y avait toujours, en général, elles sont de 12 arts. J'ai vu les plans cadastraux, les tables cadastrales ici. Bien, la parcelle dans Ibanda, c'était toujours au minimum 12 arts. La construction, on disait, vous construisez soit devant, à front de rue, donc devant la rue, soit vous construisez tout au fond de la parcelle, une maison. Ça fait un tiers de la parcelle, donc 5 arts. Il reste 10 arts libres. De façon que 50 ans plus tard, on va certainement devoir rénover. On utilisera encore un tiers. Vous gardez votre maison, tant que vous n'en avez pas besoin. Pendant qu'on construit la nouvelle, au bout de 30, 40 ans, les gens veulent construire autrement. Ils ont besoin de maisons plus grandes, etc., avec beaucoup de commodités. À ce moment-là, vous utilisez un tiers de votre parcelle. Encore 50 ans. Les 50 ans suivants, vous êtes vers la 150e année, vous pourrez construire sur le 3e tiers de la maison et démolir déjà la 2e. Et la première aura déjà près de 100 ans, n'est-ce pas? Vous pouvez démolir. La théorie urbanistique chez les Européens correspondait à une ancienne théorie qui n'est pas encore remise en cause. On considérait qu'il y a toujours 3 générations totales entre 90 ans et 150 ans. Tous les 50 ans, les générations changent. Elles veulent avoir quelque chose de mieux qu'avant. Alors, d'où le grand espace qu'on laissait divisé en 3 tranches. C'était prévu d'avance. Au lieu que dans 100 ans, vos enfants, vos petits-enfants qui veulent maintenant construire plus moderne, etc., sont obligés déjà de casser ou d'aller chercher un autre terrain, ils ont encore l'espace. Les villes elles-mêmes étaient conçues de façon à garder de grands espaces autour où les villes devaient s'étendre. La ville de Bukavu devait s'étendre. Le premier site qui était prévu, c'était Panzi. Mais ce n'est pas le Panzi. Dernièrement, quand j'ai été à Panzi, je me suis dit, mon Dieu, que Dieu nous garde, si jamais il nous envoie un choléra ici, ce sera terrible. N'est-ce pas? C'était le premier site. Mais ils avaient déjà commencé. Et là, les Européens qui avaient reçu le site là-bas avaient chaque fois entre 3 et 4 hectares. Parce qu'ils devaient en même temps faire de l'élevage, un peu d'élevage, basse-cour, etc. Ça, c'est Panzi. 3e site? Le 3e site, il y avait une dispute entre Moudaka. Quand vous êtes à Moudaka, vous voyez le marché. Oui. Si vous continuez dans le marché, vous continuez comme cela. Vous avez en face de vous le lac, le Rwanda, etc. Vous avez un plateau, un haut plateau là. C'était le 3e finalement, parce qu'on disait est-ce que c'est Moudaka ou c'est Nyangezi? Oui. Parce que Nyangezi aussi est un site où devait se construire la 2e branche de la ville. C'était soit à Nyangezi, soit à Moudaka. Voyez? Après ça, le 4e auquel on pensait, mais il y avait très peu d'études là-dessus, c'était toute la route depuis Mouressa, n'est-ce pas? Parce que Mouressa, vous continuez, Mulungu, vous continuez jusqu'à Katana, Kavumu, Katana, Kalehe. Chaque fois, vous avez des espaces, certains endroits, vous avez de beaux plateaux où on peut construire peut-être une nouvelle ville, n'est-ce pas? Maintenant, je vous dis Panzi. Vous savez qu'à Panzi, la dernière fois que nous avons eu une manifestation à Panzi, c'était en 1966, juin 66. Anniversaire de l'indépendance. On a organisé de grandes manœuvres militaires là-bas. Il y a eu des parachutistes qui ont sauté, il y a eu des exercices de tir, des exercices de combat entre les militaires. L'espace était libre. Aujourd'hui. Voilà, merci. C'est comme ça que nous allons terminer cette émission du jour, notre histoire, qui a réussi les doyens et ex-bâtonnier, ancien bâtonnier, c'est ça ce qu'il faut dire, bâtonnier Luango, qui regorge vraiment l'histoire de la ville de Bukavu, qui regorge l'histoire du Congo, pour dire que ne soyez pas surpris, prochainement on sera avec lui, bâtonnier. Merci encore. Oui, je l'espère. Merci. À très bientôt, merci d'y avoir pensé.
se ya nzembo mopepe nga nakopemaka oyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto na nga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo mpo na nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi